En 1942, le futur maréchal Leclerc, au cours de sa remontée victorieuse du Tchad jusqu'à Tripoli, a pris grand soin de laisser derrière lui de petites garnisons dans les oasis du sud libyen. Leclerc est sans doute l'un des rares chefs français qui ait eu connaissance des rapports du géologue Conrad Killian. Depuis 1930 et après 2 expéditions au regard, celui-ci affirme qu'il existe du pétrole dans le sud algérien, mais aussi dans le Fezzan en Libye. Aussi, Leclerc va-t-il défendre ardemment l'idée d'un rattachement du Fezzan au sud algérien au titre des réparations de guerre. Il prend même certaines mesures conservatoires dès avant la fin du conflit. Mais le 28 novembre 1947, alors qu'il part précisément inspecter les confins algéro-libyens, son avion s'écrase près de Colombéchar. On retrouvera 13 cadavres dans l'avion. Pourtant, le manifeste de bord ne mentionne que 12 noms. Le 13e corps ne sera jamais identifié, jamais réclamé par personne. Mais il disparaîtra mystérieusement au cours du rapatriement des cercueils à Oran. Et nul ne s'en inquiétera. Aussi, beaucoup de gens restent-ils persuadés que Leclerc a été victime d'un attentat à cause de sa volonté d'assurer à la France le pétrole que pouvait recéler le sous-sol libyen. Toujours est-il que toute visée française sur la Libye sera dès lors repoussée et qu'à l'ONU en novembre 1949, l'Angleterre fera voter la création d'un royaume libyen indépendant dont le souverain Idriss Ier est une de ses créatures. Et la France s'inclinera. En signant un traité de paix avec la Libye, le gouvernement français s'assurait l'ouverture de relations commerciales. D'autant plus qu'à l'époque, le roi Idriss était bien disposé à l'égard de la France. Sitôt couronné, Idriss Ier, manipulé par les conseillers hautement corrompus qui l'entourent, paie sa dette aux anglo-saxons. Il concède à l'US Air Force la base aérienne de Willoch et d'importants permis de recherche pétrolière aux Américains et aux Anglais. En 1955, le pétrole jaillit en Cyrénaïque. C'est le meilleur du monde. Le light libyen est un naphte presque pur. 6 majors et 8 compagnies indépendantes se ruent sur les 47 concessions offertes. Ce sont les sociétés américaines et notamment l'Occidental Petroleum de Richard Hammer qui en rafle la plus grosse part. Ce milliardaire rouge américain est le meilleur agent commercial de l'URSS aux États-Unis depuis 1921. Pas un accord économique américano-soviétique qui se soit signé sans lui depuis l'époque de Lénine. La compagnie française de pétrole a pris des permis en Libye, mais il est bien évident qu'elle n'aurait pas pu bénéficier de la loi pétrolière si la France n'avait pas signé ce traité qui rendait l'administration du Fezzan au nouvel État libyen. Fin 1955, le roi Idriss édicte une loi pétrolière. Mais ce sont les avocats des trusts pétroliers américains qui l'ont rédigée. Certes, les compagnies paieront 50% d'impôts sur leurs bénéfices, plus 12 cents par baril. Mais ce sont elles qui en fixent le prix. Leur redevance est déductible de leurs impôts, sans parler d'autres privilèges fiscaux. En 1961, un amendement leur permet même de déduire tous leurs frais de leur redevance sans limitation. Les abus sont tels qu'un plafond est fixé, mais celui-ci ne s'applique à aucun des contrats déjà signés. Un autre conflit illustre à cette époque l'insolence des trusts. Depuis 1853, l'Angleterre a un protectorat sur l'émirat d'Abu Dhabi, jadis nid de pirates et de trafiquants d'esclaves. Au début des années 50, c'est le cheikh Chakbout Ben Sultan, un potentat avare et cupide, qui règne sur Abu Dhabi. Tous ses prédécesseurs ont été assassinés. Je l'ai rencontré en 1956. À cette époque, on n'avait encore trouvé aucun pétrole à Abu Dhabi. C'était un endroit misérable, le lieu le plus répugnant du monde. Je l'ai rencontré à l'intérieur d'une forteresse en boue séchée, le seul bâtiment dans tout le pays. Chakbout siégeait dans cette forteresse. Cette région du monde est connue sous le nom de Côte des Pirates. J'ai demandé à Chakbout quelle est l'étendue d'Abu Dhabi. Il m'a fixé et a demandé à marée basse ou à marée haute.
Alors je lui ai dit, Cheikh Chagbout, est-il vrai qu'on y fait le trafic des esclaves? Il m'a détaillé et a ricané. N'ayez pas peur, vous êtes trop vieille et trop maigre. Depuis 1950, suite aux pressions exercées sur lui par le haut-commissaire britannique à Abu Dhabi, Chagbout a accordé à l'Iraq Petroleum le monopole de la recherche du pétrole dans l'Émirat, moyennant versement d'une rente annuelle de 20 millions de livres. La production n'avait pas encore commencé, mais lui touchait déjà sa redevance en or. Un jour, je suis allée voir sa favorite Myriam dans son harem. Il y avait un grand lit, et j'ai vu les sacs d'or sous ce lit. Il n'avait aucune confiance ni dans les banques, ni dans la monnaie de papier. Il exigeait de l'or. Chagbout a aussi concédé à l'Iraq Petroleum l'exploitation pétrolière de Bouraimi, une oasis perdue que lui disputent l'émir d'Oman et l'Arabie saoudite. Soutenu par le gouvernement américain, l'Aramco conteste cette concession accordée aux Anglais. On s'achemine vers un laborieux arbitrage quand soudain le conflit s'envenime. Les gens de l'Aramco en Arabie saoudite s'étaient rendus compte que l'oasis cachait un fabuleux champ de pétrole. Ils le convoitaient. Alors ils ont persuadé les Saoudiens que Bouraimi était vraiment un territoire à eux, un territoire saoudien. Et l'armée saoudienne a débarqué dans l'oasis, transportée par les camions de l'Aramco. Ce qui prouve clairement que l'Aramco était bel et bien impliqué dans l'affaire. C'est vrai que les cartes utilisées par les Saoudiens étaient celles de l'Aramco, mais les seules cartes de la région étaient celles qu'avait dû dresser l'Aramco pour situer les frontières. L'armée britannique accourut aussitôt pour protéger les intérêts des compagnies anglaises. Et la bataille faillit éclater entre l'Aramco et l'Anglo-Iranian Company. Il fallut d'énormes efforts de la part de la CIA et du gouvernement britannique pour empêcher les hostilités de se déclencher pour de bon. On persuada les Saoudiens d'évacuer l'oasis. Et une interminable série de procès internationaux commença à Genève, compliquée par d'incroyables coups fourrés en coulisses. Nous avons aidé les Saoudiens qui avaient besoin d'avocats internationaux. Nous étions concernés et nous avons sans cesse été sur le dos des Britanniques pour que ces damnées frontières soient fixées avant que quelqu'un trouve du pétrole, parce qu'après c'est une autre paire de manches. On a même dit que l'Aramco aurait tenté de faire renverser Chagbout par son frère Saïd. En vain, Saïd est loyal et les Anglais veillent. Finalement, les choses se sont arrangées et l'oasis de Bouraimi a été partagée entre les Émirats d'Oman et d'Abu Dhabi. Entre-temps, l'exploitation pétrolière a commencé à Abu Dhabi. Le gisement se révèle fabuleux. Sous le lit de Chagbout, l'or s'empile. Mais il refuse d'en distraire même une minime partie pour ravitailler son peuple en eau potable. Son avarice lui sera fatale. Il refusait de partager avec son peuple. Or, un chef de tribu en Arabie doit partager. Son manque de générosité a provoqué une classique réaction tribale. Son peuple a donné le pouvoir à son jeune frère Saïd, qui lui a eu l'intelligence de tout partager. L'exploitation se développe intensivement. De nouvelles concessions sont attribuées au large des côtes à BP et à la Compagnie française des pétroles, associée au sein d'une compagnie locale, Abu Dhabi Marine Areas Prospection. Les forages entamés au large de l'île de Das se révéleront très riches. Mais les explosions sous-marines et les premiers jaillissements pollueront la mer et provoqueront une vraie catastrophe écologique dénoncée par Cousteau. S'il est un pays en Europe à qui tout avenir pétrolier semble à jamais refuser au sortir de la guerre, c'est bien l'Italie.
Après la guerre, l'Égypte était comme l'Italie à moitié détruite. L'Italie avait été coupée en deux très longtemps parce que les armées alliées avaient été arrêtées dans le sud. Ceci avait provoqué l'éclatement de l'Égypte avec une société à Rome et une autre à Milan, ce qui a créé d'énormes problèmes. On identifiait l'Égypte avec le régime fasciste, ce qui lui valait une profonde antipathie des Alliés. Démanteler l'Égypte, c'était mettre fin à une survivance du fascisme. Par chance, les forces de la résistance qui avaient libéré Milan ont nommé à la tête de l'Égypte un commissaire qui n'avait aucune intention de démanteler quoi que ce soit. Enrico Mattei, général des forces catholiques combattantes. Né en 1906, Mattei est le fils d'un sous-brigadier des carabiniers, famille très nombreuse et très pauvre. À 14 ans, Mattei quitte l'école, entre en apprentissage dans une tannerie. À 19 ans, il en est sous-directeur, il devient alors représentant en Italie d'une firme allemande. Il crée ses propres affaires, une huilerie de poissons et un atelier de matériel électrique qui l'enrichissent. Arrêté, emprisonné en 1943 après avoir lâché le fascisme auquel il a adhéré sans conviction, il s'évade, rejoint la résistance, y devient le chef des forces catholiques opérant dans le Nord. Il participe à la libération de Milan, où il est nommé commissaire du gouvernement à l'Égypte. Il ne connaît rien au pétrole. En prenant ses fonctions, il découvre les dossiers relatifs aux forages secrètement entrepris dans le Nord à la fin du régime fasciste. Ces documents le persuadent qu'il existe bien du pétrole et du gaz en Italie. Au lieu de liquider l'Égypte, ce qui est sa mission, Mattei entame une ardente campagne pour la sauver. Il mobilise ses amis politiques, se bat pour convaincre le gouvernement et les parlementaires de confier à l'Égypte le monopole de l'exploitation pétrolière en Italie. C'est alors que commença la longue guerre menée par l'Égypte pour sa survie. Elle dure 2 temps. D'abord, il fallait vérifier la réalité des richesses du sous-sol italien. Ensuite, si vraiment elles existaient, déterminer qui les exploiterait. Des sociétés italiennes, des sociétés étrangères ou l'Égypte. En Italie, l'Égypte n'opérait pas pour son propre compte, mais pour celui de l'État. Mattei mena cette dure bataille en homme d'État. Il était l'un des dirigeants les plus influents du Parti catholique, et c'est une carte qu'il joua à fond. Il ira jusqu'à se faire élire député en 1948. Ses ennemis l'accusent d'être l'éminence grise de la démocratie chrétienne. On dit qu'il en alimente la caisse noire, mais aussi celle du Parti communiste, avec les fonds secrets de l'Égypte. Sa première désillusion fut de découvrir qu'il n'y avait pas d'hydrocarbures en Italie. Dès lors, le seul pétrole sur lequel Mattei put compter, c'était les surplus de la BP. La British Petroleum, incapable d'écouler tout le pétrole qu'elle produisait, confia à l'Égypte ses ventes en Italie où elle ne possédait pas de réseau de distribution. Mais d'être réduit à cette suggestion n'augmente guère le poids de Mattei. Il n'y avait pas de brut dans le Vallée du Pô, mais il y avait une certaine quantité de gaz naturel. Et ce gaz naturel a donné la chance à Mattei de financer le développement de cette entreprise. Jusque-là, en Europe, il n'y avait eu aucun précédent d'exploitation du gaz sur une grande échelle. Il y en avait eu en Amérique, mais nul n'en connaissait rien. Il fallait créer de toutes pièces une industrie. Cela suscita une série de bagarres et de procès, ce qui n'empêcha pas Mattei de mettre en exploitation les gisements le plus vite qu'il pouvait. La production se développa en pleine bataille. Il fit poser des gazoducs, pousser le rendement des puits et multiplier les forages en recourant à tous les systèmes imaginables. En 2 ans, 6000 km de gazoducs couvrent toute l'Italie du Nord. Ce réseau alimente 2,5 millions de foyers et 2000 usines, fait économiser du charbon pour 60 milliards de lire, et ce, malgré les coups fourrés et tous les obstacles suscités contre Mattei.
Les pires ennemis de Mattei n'étaient pas les grandes compagnies américaines, mais les intérêts privés italiens. La Montecatini, les sociétés d'électricité, la Edison. Lui voyait partout les Américains, mais ceux-ci ne semblent pas s'être engagés à fond. En 1953, soutenu par le ministre des Finances Vanoni, son ami dans la Résistance, Mattei obtient la création de l'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, l'Office national des pétroles, un holding qui, en Italie, contrôlera désormais toutes les activités nationales et internationales liées au pétrole, et dont il devient président. Mattei avait clairement compris qu'il lui fallait chercher du pétrole ailleurs qu'en Italie. Mais ça, c'était une autre affaire. Les grandes compagnies avaient accaparé à peu près tout celui qui était disponible. Pour alimenter le formidable complexe pétrolier dont il est en train de doter l'Italie, Mattei n'hésite pas à s'attaquer au cartel des grandes compagnies. Et c'est en Iran qu'aura lieu le premier heurt. En 1945, la conférence de Potsdam a rendu sa pleine souveraineté à l'Iran. Forcés d'évacuer l'Azerbaïdjan qu'ils occupent depuis 1941, les Russes y fomentent une dissidence. Avec l'aide des Anglais et des Américains, les Iraniens reconquièrent ce territoire. Malgré le chaos qui règne dans leur pays, la production pétrolière n'a cessé de s'accroître. Véritable État dans l'État, l'Anglo-Iranian Oil Company suscite une colère grandissante parmi les Iraniens. Le Parlement, la presse exigent la révision du traité pétrolier de 1931. L'origine du problème qui agitait tout le Moyen-Orient tenait à ce que les cours de l'or avaient été gelés à la fois par la Grande-Bretagne et par les États-Unis. Or, toutes les redevances pétrolières étaient calculées en or. Le cours de celui-ci étant bloqué arbitrairement, les pays producteurs avaient vu dégringoler le montant réel des ressources qu'ils encaissaient et se considéraient comme spoliés. Et c'est vrai qu'ils ne percevaient plus guère que 20 ou 25% des bénéfices bruts de leur pétrole. Ils ne pouvaient plus le supporter. À bon droit, en 1950, l'Anglo-Iranian Oil Company va encaisser 150 millions de livres de bénéfices nets, plus 40 millions reversés en impôts en Grande-Bretagne. L'Iran devra se contenter de 32 millions de livres, le 7e du revenu global de son pétrole. Dès 1949, pressentant la catastrophe, l'Anglo-Iranian a, par un accord additionnel, concédé quelques minces satisfactions aux Iraniens. Fin 50, elle offre un accord 50-50 au Premier ministre Razmara. Mais l'exaspération du Parlement, l'anglophobie du peuple paralyse le gouvernement. Le docteur Mossadegh, chef de l'opposition, exige la nationalisation pure et simple du pétrole. Ce que dénonçait le docteur Mossadegh, c'était l'aliénation des ressources nationales de l'Iran aux Anglais, aux Russes ou à qui que ce fût. Son exaspération ne visait pas l'anglo-iranienne en particulier, mais il ne voulait pas que la principale richesse du pays fût entre les mains des étrangers. Mossadegh se sent soutenu par un véritable soulèvement populaire. Les manifestations se multiplient, de plus en plus violentes. En février 1951, les députés iraniens refusent tout accord avec les Anglais. L'agitation tourne à l'émeute, enflamme le pays. En mars, le Premier ministre Razmara, qui rejette toute idée de nationalisation, est assassiné. Le 29 avril, Mossadegh est porté au pouvoir par un raz-de-marée populaire auquel le Shah n'ose pas s'opposer. Aussitôt, Mossadegh fait voter à l'unanimité la nationalisation de l'Anglo-Iranian et la création d'une compagnie nationale, la National Iranian Oil Company. Mossadegh refuse toute discussion avec l'Anglo-Iranian. Il y a été poussé par les nombreux encouragements de tous ceux qui avaient intérêt à voir l'anglo-iranian déboulonner de ses positions en Iran. Le gouvernement américain était le premier intéressé à voir les compagnies américaines s'installer en Iran.
D'abord pour y supplanter la toute-puissante compagnie nationale britannique, puis pour y créer un environnement international plus propice à un accord politique avec l'Iran. L'ambassadeur américain à Téhéran, O'Grady, joue les médiateurs. Très vite, les Anglais le soupçonnent d'être à la fois l'agent de la CIA et des pétroliers américains. Ils l'accusent de double jeu. Mais l'heure n'est plus aux négociations. Le drapeau iranien a été hissé sur les installations d'Abadan et la nationalisation déchaîne la liesse populaire. La réaction du gouvernement britannique et de l'anglo-iranienne à la nationalisation a été un véritable choc. Nul n'avait jamais imaginé que le gouvernement iranien puisse adopter des mesures aussi extrêmes. À court terme, la nationalisation s'avéra désastreuse pour la compagnie. La grande majorité de ses approvisionnements venaient d'Iran. Et le plus clair de son potentiel de raffinage se trouvait installé à Abadan. Enfin, elle devait honorer des contrats de livraison de longue durée. Quant au gouvernement britannique, il était obligé de protéger une compagnie où il détenait la majorité. Problème épineux, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Les Anglais tentent en vain de renouer le dialogue avec les Iraniens. Aux États-Unis, le lobby pétrolier s'inquiète. L'exemple de l'Iran risque d'être contagieux, de s'étendre aux pays arabes où opèrent les compagnies américaines, notamment l'Aramco. Celle-ci force alors le président Truman à dépêcher Avril Harriman comme médiateur à Téhéran en juin 1951. Son arrivée est saluée par de terribles émeutes fomentées par le parti communiste Tudeh dans le but de fournir aux soviétiques un prétexte à intervenir en Iran. En préalable, Mossadegh exige d'Harriman que l'anglo-iranienne accepte la nationalisation et verse à l'Iran 140 millions de dollars. Le gouvernement britannique et l'anglo-iranienne portent plainte devant la Cour internationale de La Haye. Les Iraniens n'y délèguent que 2 observateurs qui refusent de comparaître. C'est devant leur siège vide que l'Angleterre réclame des mesures conservatoires. To execute a judgment in favor of the United Kingdom. Les délégués iraniens dénient à quiconque le droit de se mêler des affaires intérieures de leur pays. La Cour fera sienne cette position. Elle se déclare incompétente, se borne à souhaiter de justes compensations pour les Anglais. Décision accueillie à Téhéran par des manifestations hostiles au retour des 2 observateurs. Entre-temps, la Grande-Bretagne a saisi l'ONU et le Conseil de sécurité. Mossadegh vient en personne y plaider le droit souverain de son pays à disposer librement de ses richesses. L'URSS, le tiers-monde le soutiennent et les États-Unis, gênés par le relent colonialiste de l'affaire, lâchent les Anglais. Brutalement, la Grande-Bretagne rompt toute relation avec l'Iran et l'anglo-iranienne décrète l'arrêt de toute exploitation pétrolière. Les 3000 techniciens anglais de la compagnie quittent le pays. Mossadegh leur a offert de travailler pour la nouvelle compagnie nationale, pas un n'a accepté. Mossadegh fait occuper par l'armée toutes les installations de l'anglo-iranienne. Mais les techniciens iraniens sont trop peu nombreux et trop inexpérimentés pour les maintenir en activité. La plupart des puits ferment. Mossadegh laisse alors s'organiser librement à Téhéran de violentes émeutes anti-anglaises. En représailles, le gouvernement britannique annule tous les privilèges de change accordés à l'Iran et gèle toutes les redevances pétrolières non encore versées. On est au bord de la guerre. Le croiseur Mauritius vient mouiller face à Abadan, dont il évacue les derniers techniciens anglais. Expédié à Chypre, la 16e brigade parachutiste n'attend plus que l'ordre de sauter sur les installations pétrolières les plus importantes d'Iran. La Grande-Bretagne masse des troupes en Irak sur la frontière iranienne, mais elle renoncera vite à intervenir militairement. Les États-Unis lui refusent tout appui.
L'Union soviétique déploie des divisions en Azerbaïdjan. Le monde arabe se mobilise. Les Anglais vont alors user d'un moyen autrement efficace. Ils ont immédiatement décrété un embargo total sur le pétrole iranien. Et ils ont averti les pays du monde entier que s'ils achetaient du pétrole iranien, ils acquéraient des biens volés et seraient de ce chef poursuivis en justice. Les Britanniques ont ressuscité les accords secrets signés jadis à Aknakari. Toutes les compagnies ont fait bloc avec eux. À l'époque, il y avait trop de pétrole, d'énormes surplus sans acquéreurs sur tous les marchés. Nul n'avait besoin de pétrole iranien. Toutes les compagnies ont cessé d'en acheter et graduellement le pétrole d'Iran disparut sur tous les marchés du monde. En Italie, il y eut une tentative de profiter de la crise iranienne. Un pétrolier, le Miriella, arriva avec une cargaison. Mais le navire fut aussitôt saisi sur plainte des grandes compagnies et l'affaire s'arrêta là. Une autre tentative menée par la Support, une petite compagnie italienne, échoue aussi piteusement. Alors en 1951, Mossadegh fait appel à Enrico Mattei, qui achète l'essentiel du pétrole de la GIP à l'anglo-iranien. Mattei, toujours à court de pétrole et viscéralement anticolonialiste, avait suivi avec sympathie la révolution de Mossadegh. Mossadegh lui promit qu'une fois chassés les Anglais, les Italiens prendraient leur place en Iran. Mais Mattei décline après une entrevue secrète avec Lord Stratalmon, président de l'anglo-iranien. Mattei a reçu de celui-ci l'assurance formelle qu'en contrepartie, il recevrait de substantielles compensations. En 1952, l'Iran est au bord du désastre. Faute d'entretien, les incendies se multiplient dans les puits. Il faut à prix d'or faire venir des spécialistes texans pour les éteindre. Même au quart du prix, la compagnie nationale iranienne ne trouve pas acheteur pour son pétrole. De 54 millions de tonnes en 1950, les ventes tombent à 132 000 tonnes en 1952. Tous les marchés sont contrôlés par le cartel. Aux États-Unis, Eisenhower a été élu président. Il offre un compromis à Mossadegh. L'anglo-iranien acceptera la nationalisation contre dédommagement et l'Amérique renflouera l'économie iranienne. Mossadegh refuse avec arrogance, exige un prêt à ses propres conditions. En cas de refus, il fera appel aux Russes. Ulcéré, Eisenhower diffère sa réponse d'un mois et charge la CIA de régler le problème. Cette décision fut surtout motivée par la crainte de voir le parti Tudeh prendre le contrôle de l'Iran avec l'aide des Soviétiques. Ce fut une opération défensive. Le parti Tudeh pro-soviétique menait l'agitation. Mossadegh abandonne la rue aux émeutiers du Tudeh. À la suite d'un référendum triomphal pour lui, il perd toute mesure, menace de faire sauter les puits de pétrole. Le Shah le révoque, puis, appliquant le plan de la CIA, fuit l'Iran et se réfugie à Rome. Mossadegh proclame l'abolition de la dynastie. L'émeute gronde à Téhéran où l'on brise les statues de Reza Shah. Entre-temps, la CIA s'emploie à rétablir l'empereur d'Iran sur son trône. La CIA a secrètement pris contact avec tous les groupes favorables au Shah, y compris ses familiers, et a organisé avec eux un coup d'État. Infiltrés, manipulés par les agents américains, l'armée et la police appellent le peuple à la contre-révolution. Le 18 août 1953 à Téhéran, un gigantesque déferlement populaire orchestré par la CIA réclame le retour du Shah. C'est l'émeute. Mossadegh est arrêté. Son palais a été incendié et 300 hommes de sa garde massacrés. Le soir même, tout le pays est aux mains des monarchistes. Le général Zahedi, nouveau Premier ministre, rappelle le Shah. 3 jours après l'avoir quitté,
Mohamed Pahlavi regagne son pays où il est accueilli avec un enthousiasme délirant. Mais la situation économique y est si catastrophique que les États-Unis doivent immédiatement avancer 40 millions de dollars au gouvernement iranien. À leur grande stupeur, le Shah refuse d'abroger la loi nationalisant l'Anglo-Iranian Oil Company. Les Américains mobilisèrent leurs meilleurs cerveaux pour aider les Britanniques à régler leur conflit avec l'Iran. Ils envoyèrent à Téhéran Herbert Hoover Jr., fils de l'ancien président Hoover. Il travaillait à la fois pour le département d'État et pour la CIA. Le Shah s'opposait absolument à ce que les Britanniques reviennent en Iran comme seuls propriétaires, voire même comme simples majoritaires dans les affaires pétrolières. Si l'on voulait aboutir à un accord, il fallait amener d'autres compagnies dans la course. Herbert Hoover s'est adjoint Howard Page de la Standard Oil of New Jersey, qui a négocié tous les grands accords pétroliers de l'époque. Page sait que les Iraniens sont à bout de résistance. Leur production pétrolière est presque tombée à zéro. Il nous fallait trouver une astuce qui puisse nous permettre de conclure un accord, mais sans que celui-ci incite aussitôt tous les autres pays producteurs de la région à nationaliser leur pétrole. Nous nous sommes donc débrouillés pour que les Iraniens ne puissent pas se vanter d'avoir remporté une victoire en nationalisant. Les Soviets ont tout fait pour empêcher nos négociations. Ils publiaient dans les journaux des masses d'articles de propagande et leurs radios diffusaient des émissions dénonçant la scélératesse des compagnies pétrolières. 3 mois et demi d'âpres discussions aboutissent enfin à un accord. L'Iran sera seul maître de son pétrole. Celui-ci sera exploité par un consortium international. L'Anglo-Iranien en restera membre, mais minoritaire. En dédommagement de ses installations, ses partenaires lui verseront 200 millions de livres et l'Iran 10 annuités de 2,5 millions. Pour son pétrole, l'Iran recevra la moitié du chiffre d'affaires réalisé par le consortium, plus de 500 millions de dollars par an. Aucun des nouveaux membres américains du consortium ne souhaitait vraiment y entrer. L'Aramco constituait une source de pétrole plus que suffisante pour les 4 compagnies qui en étaient actionnaires. Le Koweït ravitaillait la Gulf, puis n'avait aucune raison de chercher ailleurs. Toutes ces compagnies extrayaient déjà plus de pétrole qu'elles ne pouvaient en écouler. Entrer dans le consortium allait les forcer à réduire les quantités de pétrole qu'elles enlevaient dans les autres pays, Koweït et Arabie Saoudite surtout. Mais des considérations stratégiques amenèrent Hoover à faire appel à elle. Dean Acheson et le département d'État voulaient que les compagnies pétrolières américaines fassent bloc au sein du consortium pour maintenir en Iran l'influence américaine. Le consortium est créé fin octobre 1954. L'Anglo-Iranian, qui devient la British Petroleum, détient 40% des parts, la Shell 14%, la compagnie française des pétroles 6%. Esso New Jersey, Chevron, Mobil, Texaco et Gulf, chacune 8%. Mais ces dernières doivent rétrocéder un total de 5% à un groupe de 9 sociétés américaines indépendantes. C'est une exigence du lobby pétrolier. Grâce à l'appui déterminant du gouvernement américain, le consortium s'est emparé du second plus grand producteur de pétrole du Moyen-Orient. Des clauses secrètes cachées au gouvernement iranien organisaient entre compagnies un contrôle très strict de la production. Ainsi, les sociétés pétrolières du consortium pouvaient maintenir à leur gré l'équilibre entre l'Iran et l'Arabie saoudite, dont les productions se faisaient concurrence. Les 7 plus grandes sociétés pétrolières mondiales contrôlaient déjà les gisements d'Arabie saoudite, du Koweït et des autres pays du Golfe. Grâce au consortium iranien, ces mêmes trusts ajoutaient à leur formidable empire les ressources pétrolières de l'Iran et pouvaient régler souverainement toute la production du Moyen-Orient pour les années 50 et 60. Cette époque a marqué l'apogée de la puissance des 7 sœurs. 5 des trusts qui constituaient ce cartel étaient américains. Les 2 autres étaient européens. Les sœurs européennes étaient la Shell et la BP, la British Petroleum. Les sœurs américaines étaient la Standard Oil of New Jersey, devenue Exxon,
La Standard Oil of California, en abrégé SOCAL, devenu Chevron, la Mobil et les sociétés texanes, Texaco et la Gulf, jadis fondées par la Banque Mellon. J'ai pour la première fois entendu ce terme de sept sœurs dans la bouche d'Enrico Mattei à Rome, alors qu'il organisait sa compagnie italienne pour briser le pouvoir des trusts pétroliers. Le cartel des sept sœurs était si puissant, il disposait de tant d'argent qu'il pouvait évincer n'importe quel pétrolier du marché. L'Iran comme l'Irak étaient sous la domination d'un monopole regroupant toutes les sociétés pétrolières et qui était la propriété de toutes ou de quelques-unes des sept sœurs. Ces compagnies fixaient souverainement le prix du pétrole sans que les pays producteurs aient voix au chapitre, si bien que redevances et taxes encaissées par ces pays étaient calculées sur une base qui échappait à leur contrôle. Voilà pourquoi en défendant le consortium dans le Parlement, j'ai dit que ce n'est pas l'idéal du peuple iranien, mais vu les circonstances, à ce moment-là, on ne peut pas faire mieux. Il y avait un personnage étroitement impliqué dans tous les rebondissements de l'affaire iranienne et qui était furieusement mécontent. Les Américains avaient promis à Mattei et aux Italiens qu'ils seraient inclus dans tout arrangement avec les Iraniens. Mais au dernier moment, ils renièrent leurs paroles. Les compagnies américaines, et particulièrement Exxon, firent barrage pour empêcher Mattei de faire partie de leur club. Et lui, fou de rage, se jura de briser la puissance des sept sœurs, comme il les nommait. De là lui vint l'idée de proposer aux pays producteurs un type d'accord totalement différent de ceux que leur consentaient toutes les grandes compagnies. Dans son projet, 75% des profits allaient aux pays producteurs au lieu des 50% habituels. Court-circuitant le consortium, Mattei se rend à Téhéran, négocie directement avec le Shah la création d'une compagnie italo-iranienne où pour la première fois, un pays producteur participera pour moitié à la recherche et à la production de son propre pétrole. Bien entendu, nous n'avons pas digéré cet accord 75-25. Aucun de nous n'aurait accepté de payer un tel pourcentage à l'époque. Qu'elle l'ait ou non pris au sérieux, l'initiative de Mattei était une menace pour les compagnies. Un tel accord 75-25 pouvait inciter le gouvernement iranien ou un autre à nous faire subir d'inacceptables pressions. Le choc le plus dur entre l'AGIP et l'ENI de Mattei et les multinationales eut lieu sur le marché européen. Ce marché comportait des régions encore libres où une nouvelle compagnie pétrolière avait toute chance de pouvoir se développer. Le premier de ces secteurs était la Bavière, que Mattei considérait comme l'un des pôles de l'Europe. Il estimait plus sensé d'amener le pétrole du Moyen-Orient jusqu'en Méditerranée à Gênes, puis, par l'oléoduc, vers le nord, que de l'amener du Moyen-Orient à l'Atlantique, de lui faire contourner l'Europe jusqu'à Wilhelmshaven, et de là, de l'envoyer par pipeline jusqu'en Bavière. C'était l'évidence même. Ce projet, développé par l'ENI, fut ressenti par les grandes compagnies comme une agression. C'était une grave menace pour leur marché le plus jalousement gardé, celui d'Europe centrale. Une lutte féroce s'engagea. 2 pipelines concurrents furent construits, l'un à partir de Gênes, l'autre à partir de Trieste. Mais tous deux partaient d'Italie, ce qui prouvait l'exactitude du calcul de Mattei. Les 2 oléoducs, celui de l'ENI aussi bien que celui des grandes compagnies, traversaient l'Italie. Mattei s'avise alors qu'un autre marché est à prendre, l'Afrique avec tous ses pays en voie de développement. Il va implanter la GIP dans 23 d'entre eux et construire 5 raffineries sur le continent noir. À l'époque, il y a des surplus de pétrole. Mattei les rachète à bas prix. Il peut ainsi vendre moins cher que les grandes compagnies tenues par leur contrat avec les producteurs et obligées de soutenir les cours. Et il les surplace sur le marché africain. Bien entendu, les grandes compagnies voyaient tout cela d'un très mauvais œil, et cela déclencha de nouveaux heurts, des conflits ouverts. Les compagnies entendaient maintenir un contrôle exclusif sur le marché, comme elles l'avaient toujours fait. À l'époque où Mattei s'implante en Afrique,
Une rébellion dont nul ne prévoit encore les suites tragiques vient d'éclater en Algérie. En Algérie où justement la France vient de découvrir du pétrole. Il y a toujours une odeur de pétrole dans tous les grands événements politico-militaires du monde moderne. Pour ce qui est de la guerre d'Algérie, personnellement, ça m'a toujours paru évident et je peux faire état de l'opinion exprimée devant moi et un certain nombre de membres de son cabinet par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Christian Pineau, à qui on demandait s'il pensait qu'il y avait un rapport entre l'explosion de novembre 1954 et la découverte du pétrole en Algérie. Et il a répondu, c'est sûrement pas un hasard si le début de la rébellion a suivi de quelques mois la concrétisation des espérances de découverte pétrolière en Algérie. Un certain nombre de faits sont venus corroborer cette impression, les contacts entre les représentants d'un certain nombre de grandes compagnies pétrolières, américaines, italiennes, Mattei et le FLN. J'ai accompagné des représentants de compagnies pétrolières américaines pour visiter Hassim Messaoud et Edgelé. J'ai su que certains d'entre eux avaient déjà joué la carte de l'indépendance. Ils avaient entretenu également des contacts avec des représentants de l'organisation extérieure, comme on disait à l'époque, ce qui prouve qu'ils suivaient les deux pistes à la fois. La seule société dont la politique était de ne pas travailler avec les Français pendant les années où ils sentaient la souveraineté française fragile à cause de la guerre d'Algérie, c'est la JIP. On a tenté de convaincre Mattei de s'intéresser au pétrole algérien. Il a refusé en public, à Paris, dans une déclaration fameuse, où il a dit qu'il ne pouvait exiger de ses techniciens qu'ils travaillent la mitraillette à la main. En Italie, cette position l'a rendu très populaire parce que la guerre d'Algérie était très mal vue. D'ailleurs, si l'affaire algérienne s'était bien terminée pour la France, celle-ci se serait bien gardée de partager avec l'Italie. Ça, j'en suis sûr. Mattei avait tout à fait raison de ne pas accepter la position d'un paravent pour le pouvoir français. Mattei voulait obtenir ce qu'il pouvait avoir directement du nouveau régime algérien et ne pas tâcher d'aider un régime français qu'il voyait se désintégrer. Il est indéniable qu'il entretenait des rapports avec les rebelles du FLN. On a dit qu'il s'efforçait de fournir un soutien à l'armée algérienne. Difficile de savoir à quel point. On a sans doute un peu exagéré son aide. En armes, je n'en sais rien. Je n'ai pas d'indice ni de preuve. En argent, j'en suis à peu près persuadé. Le FLN n'a aucun moment manqué de ressources. Ce ne sont pas uniquement les pays arabes qui lui ont fourni l'essentiel de ses moyens. Pour nombre de gens, c'était une contre-assurance. La rébellion n'empêche pas la France de poursuivre les recherches entamées au Sahara en 1952. En 1956, les découvertes se succèdent. D'énormes gisements de pétrole à 3000 mètres de profondeur à Hassim Messaoud et à Edgelé et du gaz à Assirmel. L'exploitation commence intensément. En 1959, Hassim Messaoud compte déjà 50 puits en activité. Pour acheminer son pétrole et son gaz saharien jusqu'à la Méditerranée, la France construit des pipelines dès 1957. L'un des tracés soulève de furieuses polémiques, celui de l'oléoduc qui reliera Edgelé à Skirat à travers la Tunisie, que l'armée considère comme peu fiable. Il y a eu 2 pipelines de liquide et un pipeline de gaz sous la souveraineté française. Et malgré les oppositions de politique locale, politique des Français d'Algérie, politique de l'armée, il était très sage de faire sortir une partie du pétrole par la Tunisie. Un premier oléoduc, long de 665 km et débitant 15 000 tonnes par jour, relie Hassim Messaoud au port algérien de Bougie, où on a construit un terminal pétrolier ultramoderne doté de 18 cuves de 35 000 mètres cubes chacune. 2 tankers de 50 000 tonnes peuvent y faire le plein ensemble en 10 heures. En décembre 1959, l'Altaïr, le plus grand pétrolier français de l'époque, embarque à Bougie
la première cargaison de pétrole algérien à destination de Marseille. La production algérienne double en un an. Dès 1963, elle couvrira les besoins français et en 1965, la France deviendra exportatrice. Mais la commercialisation du pétrole algérien pose des problèmes à cause de son prix de revient élevé. Il est plus cher que le brut des pays arabes. Si on avait pu concevoir que des pétroles produits en Irak soient imposés à la consommation française, il était encore plus naturel de dire le pétrole de la France en Algérie doit être imposé d'une certaine façon aux raffineurs français. Dire qu'ils ont aimé ça, ce n'est pas vrai. Mais il était normal que le gouvernement français, avec sa direction des carburants, y poussa. Toutes les compagnies qui disposaient de sources de pétrole brut, les compagnies anglo-saxonnes bien entendu, mais également la compagnie française des pétroles, n'étaient pas très enthousiastes pour reprendre ce pétrole. Pour elles, c'était autant qui n'était pas écoulé à partir des gisements que possédaient ces compagnies. Nous nous efforcions de faire en sorte, naturellement elles le contestaient, que le prix soit un juste prix. Juste prix, mais pas forcément avantageux. Il n'y a eu de la part du FLN, aux différents stades de la guerre, aucune tentative réelle de saboter ce que l'on appellerait aujourd'hui l'instrument de travail, ni les pipelines, ni même les puits de pétrole d'Assi Messaoud ou d'Assirmel. Je suis persuadé qu'il y a eu un certain nombre d'accommodements, d'échanges de garanties, une espèce de consensus. Le FLN considérait que ça faisait partie des infrastructures qui joueraient un rôle important dans le développement du pays sur lequel il comptait bien mettre la main. La création de l'État d'Israël et sa première victoire sur l'Irak, l'Égypte et la Syrie ont transformé le Moyen-Orient en baril de poudre. Dès 1948, l'Irak a coupé la branche nord du pipeline Mossoul-Méditerranée, dont le terminal Haïfa est désormais en territoire israélien. Seule fonctionne encore sa branche sud, qui aboutit à Banias, en Syrie. En 1956, les États-Unis refusent au président Nasser le prêt qu'il a demandé pour construire à Assouan un barrage gigantesque qui doit assurer l'irrigation permanente de la vallée du Nil. Dépité, Nasser accepte l'aide financière, technique, mais également militaire que les Soviétiques lui proposent sans contrepartie. Décision qui déchaîne l'inquiétude et la fureur des Américains. Nasser proclame alors que l'Égypte financera elle-même Assouan. Il va s'en donner les moyens. Le 26 juillet, soutenu par l'unanimité du monde arabe, Nasser nationalise le canal de Suez aux énormes revenus duquel l'Égypte n'a jamais eu la moindre part depuis son ouverture. En représailles, la France et l'Angleterre montent secrètement avec Israël une opération militaire contre l'Égypte. Ce sont les Israéliens qui la déclenchent le 19 octobre. Ils foncent vers le canal de Suez à travers le Sinaï, écrasent l'armée égyptienne, capturant 6000 prisonniers et un énorme matériel. 36 heures plus tard, Français et Anglais qui ont concentré à Chypre d'énormes moyens lancent aux deux belligérants un ultimatum conçu en fait pour acculer Nasser à un refus, ce qui justifiera leur intervention. Le 5 novembre, les para-français sautent sur Ismaïlia, les Britanniques sur Port Saïd, porte du canal sur la Méditerranée. Après un violent bombardement, les forces franco-britanniques débarquent, mettent en déroute l'armée égyptienne. Nasser fait couler dans le canal de nombreux navires chargés de ciment. Cette voie d'eau, essentielle pour le ravitaillement pétrolier de l'Europe, restera bloquée jusqu'en 1957. Tandis que les forces franco-britanniques se ruent vers le sud, s'emparant du canal de Suez jusqu'à El Kantara, l'opinion mondiale se mobilise contre cette opération de pur style colonialiste. L'ONU la condamne solennellement.
l'URSS menace la France et l'Angleterre de représailles nucléaires. L'Amérique leur refuse toute aide, les prive de pétrole et les somme de se retirer. La pression internationale est devenue insoutenable. Alors que l'Égypte est au bord de l'effondrement, Franco-Britanniques et Israéliens doivent arrêter net leur offensive. Ils évacueront le pays en décembre. Faisant bloc avec Nasser, les pays arabes producteurs ont mis l'embargo sur tout le pétrole destiné à l'Angleterre et à la France. Et la fermeture du canal de Suez provoque en Europe un début de panique. Les Arabes ignoraient à quel point la civilisation occidentale est tributaire du pétrole. Quand ils décrétèrent l'embargo, ils étaient persuadés que celui-ci leur serait plus préjudiciable qu'aux Occidentaux. À leur grande stupéfaction, la rupture des approvisionnements ébranla l'industrie européenne, stoppa les voitures et provoqua le rationnement du carburant. Pour la première fois, les Arabes réalisèrent la puissance de l'arme du pétrole. Mais le bloc arabe manque alors de cohésion. L'embargo mal observé, inefficace, sera bientôt levé. Par contre, la fermeture du canal de Suez compromet gravement le ravitaillement en carburant de l'Occident. Les navires qui convoient le pétrole des pays du Golfe vers l'Europe et les États-Unis doivent désormais contourner toute l'Afrique. Leur trajet s'en trouve démesurément allongé et le coût du transport grimpe en flèche car il y a pénurie de tankers. Cette situation va profondément modifier la politique du transport pétrolier. Même rendu à la navigation en 1957, le canal de Suez n'apparaît plus fiable aux grandes compagnies. Toutes ont mis en chantier une nouvelle génération de pétroliers géants dont le tonnage atteint, voire dépasse les 300 000 tonnes. Même en faisant le tour par le Cap, ces monstres robotisés dont l'équipage se limite à une poignée d'hommes transportent leur cargaison à meilleur marché que les pétroliers ordinaires empruntant le canal. Là, le CFP a modifié sa stratégie. Cela aussi l'a certainement poussé à développer des productions ailleurs, notamment en Afrique du Nord. Cela a joué pour un développement plus hâtif du gisement de Simé-Saoud. De même pour le développement des gisements pétroliers découverts au large d'Abu Dhabi, qui ont donné de très beaux résultats. Si l'affaire de Suez a provoqué dans tout le monde arabe des manifestations contre la France, l'Angleterre et les États-Unis, ces émeutes ont été d'une violence terrible en Irak. Les oléoducs ont été sabotés, les installations de l'Iraq Petroleum Company attaquées et détruites, les techniciens européens molestés. La production pétrolière chute catastrophiquement, aggravant encore les difficultés économiques et financières du pays. L'agitation empire. En juillet 1958, sous la pression croissante des nationalistes, le roi Faisal et le premier ministre Nouri Saïd réclament la révision de l'accord 50-50 de 1951. Pour seule concession, l'Iraq Petroleum promet de doubler sa production dans les 2 ans. La minceur de ce résultat déchaîne la fureur populaire qui accuse le roi de complaisance envers les pétroliers et Nouri Saïd de corruption. Les compagnies pétrolières depuis longtemps usaient généreusement de leurs fonds secrets pour acheter tous ceux qui pouvaient servir leur politique. Au Moyen-Orient, c'était pratique courante pour toutes les compagnies. Le 14 juillet 1958, à la tête d'une poignée d'officiers, le colonel Karim Abdul Qassem soulève l'armée. Le palais royal est cerné, attaqué par les régiments révoltés. Le jeune roi Faisal, sa mère, ses 2 sœurs, son cousin, l'ex-régent Abdoulillah, sont sauvagement massacrés. Nouri Saïd sera égorgé 2 jours plus tard alors qu'il tente de fuir déguisé en femme et son cadavre traîné à travers les rues. Bagdad est à feu et à sang. De nombreux étrangers, dont 3 Américains, sont abattus. À l'aube, tout le pays est aux mains de l'insurrection. Son chef, Qassem, qui ne cache pas ses sympathies soviétiques, est porté au pouvoir. Les tragiques événements d'Irak créent une situation explosive au Moyen-Orient, alors unis dans la même haine des anglo-saxons, amis des Juifs.
À la demande du gouvernement de Beyrouth, les Marines américains débarquent en force au Liban. Quant aux Anglais, ils expédient des renforts en Jordanie où des troubles ont éclaté et mettent en alerte leurs troupes basées à Aden. Inquiet malgré le soutien inconditionnel de toutes les nations arabes, Qassem jure à un envoyé du président Eisenhower qu'il respectera tous les engagements conclus par l'Irak avec les sociétés pétrolières. Qassem était un des grands bailleurs de fonds du FLN et ces fonds, il les demandait à l'IPC. Dans l'IPC, la France, via la CFP, disposait de 23,75%. Donc, grosso modo, les fonds donnés par Qassem au FLN étaient à 23,75%. Chipotons pas, le quart venait de la France qui était en guerre contre le FLN. En janvier 59, des envoyés de l'IPC débarquent à Bagdad. D'âpres discussions s'engagent. L'Irak est aux abois. Qassem exige que l'IPC double sa production. Mais l'IPC s'accroche à son contrat. Il y a déjà surproduction générale de pétrole. C'est l'impasse. En pleine négociation pour faire plier Qassem, l'IPC réduit sa production du tiers. Fou de rage, Qassem exige une refonte totale de l'accord de 51. Il ne voulait même plus discuter. Il exigeait tout ce que nous ne pouvions pas lui accorder. Bien que l'IPC ait maintenu sa production, elle ne pouvait en tout cas pas l'augmenter parce que Qassem s'est mis à lui confisquer tous les gisements qui, à ce moment-là, n'avaient pas encore été mis en exploitation. On ne pouvait donc pas trouver davantage de pétrole. De fait, le 11 décembre 60, Qassem a promulgué la loi 80 qui restitue à l'Irak 90% des gisements concédés à l'IPC. La vraie raison pour laquelle, en 1960, Qassem en est arrivé à dépouiller la compagnie de 90% de ses champs de pétrole est qu'il avait la conviction que l'Iraq Petroleum Company ne pousserait jamais sa production jusqu'où lui le voulait. Il avait donc tout avantage à en charger une compagnie pétrolière nationale irakienne avec l'aide d'experts engagés pour l'aider. Et il reçut effectivement l'assistance décisive d'une nuée d'experts soviétiques du pétrole. À l'appel de l'Iraq Petroleum Company, les 7 sœurs font bloc une fois de plus et boycottent le pétrole irakien. L'Irak sombre dans une crise économique catastrophique. Qassem, qui s'obstine à refuser tout arbitrage international, est renversé en 1963 par des extrémistes musulmans. Sa tête sera exhibée à la télévision. Durant 7 ans, et tandis que d'éphémères dictateurs se succèdent à la tête du pays, les gisements confisqués aux Anglais de l'IPC resteront inexploités. Aucune compagnie au monde n'a voulu les acheter.